Qui est le baron de Hirsch? Le baron de Hirsch, c'est un des juifs les plus riches de son époque. Il a fait fortune parce qu'il avait un sens évidemment financier impressionnant. Et il est installé près de l'Élysée, dans un très joli appartement qui est bien plus qu'un appartement. Et donc Herzl lui écrit qu'il a envie de le voir parce qu'il y a des choses importantes à lui dire sur l'avenir du peuple juif. Attention, lui dit-il dans sa lettre, je ne viens surtout pas pour demander de l'argent ou une aumône, ce n'est pas le cas. Je vais discuter avec vous d'un projet qui me tient à cœur et qui peut changer le cours de l'histoire du peuple juif. Hirsch, plus curieux si vous voulez qu'intéressé, il lui dit bon d'accord. Et l'entretien a lieu. Et là, Herzl se trouve face à un mur. Il avait mis beaucoup d'espoir dans Hirsch parce que Hirsch est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et il est très riche, mais il est également très généreux. Et les souffrances des Juifs en Russie, qui se font pogromiser régulièrement à cette période-là, ne le laissent pas indifférent. Il a mis beaucoup d'argent pour faire sortir des Juifs de là-bas et les amener en Amérique du Sud. Il a trouvé là-bas une possibilité de leur faire de l'agriculture, etc. Il a une communauté qui existe déjà là-bas et qu'il compte bien élargir. Et donc, il se dit, Herzl, quelqu'un qui est aussi sensible au malheur du peuple juif ne peut pas être insensible à ce que je vais lui raconter. Et le voilà qui repart dans sa grande théorie. La véritable solution, ce n'est pas d'essayer de convaincre les antisémites, on ne pourra jamais ôter l'antisémitisme des antisémites. D'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus. Donc la seule possibilité pour régler le problème juif, c'est de sortir les juifs des endroits dans lesquels ils sont. Et donc, il faut leur faire prendre le chemin de la terre promise. Et là, vous pouvez avoir votre nom dans l'histoire. Vous m'aidez, vous m'aidez par votre notoriété. Je ne vous demande pas de mettre l'argent tout de suite. Moi, je m'occupe de trouver les premiers millions. Une fois que je les ai trouvés, vous verrez que c'est quelque chose de sérieux, vous mettrez les autres. Et ensemble, vous et moi, on va organiser ce grand retour des Hébreux sur leur terre. Qu'en pensez-vous? Et Hirsch le regarde comme s'il sortait d'une autre planète, et il lui dit gentiment, c'est quelqu'un qui est poli, il lui dit gentiment, Monsieur Herzl, c'est un projet fou, qui n'a absolument aucune chance d'être réalisé. En fait, c'est une grosse plaisanterie. Et là, Herzl, piqué au vif, il lui dit, quoi, et votre histoire d'Argentine, c'est pas une plaisanterie? Vous croyez vraiment que vous avez tiré là-bas plus que quelques milliers de juifs qui ne savent pas trop aller? Mais c'est pas ça la solution du problème juif. Il faut faire quelque chose en grand. Et c'est un dialogue de sourds. Et finalement, Hirsch lui dira, écoutez, là, je vais partir pour quelque temps à l'extérieur. Si vous voulez, on en reparlera quand je reviendrai dans quelques mois. Et Herzl comprend évidemment que de Hirsch, il ne recevra rien. Il a d'autres rencontres avec des juifs riches de l'époque, y compris Rothschild, et il s'aperçoit que même Rothschild, qui est un grand donateur, comme on le sait, il aide à titre personnel les juifs partout où ils sont en difficulté, pas seulement les organismes non juifs à droite à gauche, il aide également les juifs qui se sont déjà installés en Eretz Israël, il les aide à pouvoir faire pousser de la vigne et faire pousser autre chose. Bon, donc il est déjà bien impliqué là-dedans, même s'il ne veut pas que son nom soit dit officiellement, mais enfin tout le monde sait que l'ami bien connu, c'est comme ça qu'on l'appelle, aide les juifs qui viennent s'installer en Eretz Israël. Alors, évidemment qu'il va nous donner de l'argent pour un projet pareil, mais pas du tout. Rothschild lui dit, je suis philanthrope, j'aide les juifs en difficulté, à titre individuel, à titre personnel. Mais s'il s'agit de faire de la politique, vous ne voulez quand même pas qu'avec la place que j'ai en France, je prenne une position politique, et allez savoir, les questions d'État, les questions de souveraineté, etc., ce que vous dites là, si jamais on la prend, et imaginez que ça ne va pas dans le sens de la politique extérieure de la France, je me mettrai en porte-à-faux avec la France, que je n'ai jamais fait, évidemment. Et je ne rentre même pas dans l'idée que si jamais mes collègues banquiers apprennent que je mette de l'argent dans un truc qui n'a absolument aucune chance de réussir, vous vous rendez compte l'effet que ça peut avoir sur les prochains amis, clients, investisseurs. Bref, après ces deux échecs, Herzl comprend qu'il n'aura rien des juifs riches. Malheureusement, parce qu'évidemment, un projet comme celui-là, il faut beaucoup d'argent pour le réaliser. Un autre qu'Herzl serait tombé à ce moment-là dans une déprime totale, aurait renoncé à son projet certainement, n'aurait même pas publié le livre. Mais lui, il se dit, ok, si un juif riche ne peut pas me donner 10 millions, 10 millions de juifs pauvres peuvent peut-être me donner ces 10 millions. Et donc, il a l'idée très simple de créer le mouvement malgré tout, de publier son livre dans toutes les langues juives possibles et non juives également, et d'attendre que ça se passe. Et une fois que le mouvement aura pris, il organisera un congrès où tous ceux qui voient le mouvement avec sympathie viendront, et c'est à ce moment-là qu'on mettra en place les possibilités également de récolter les fonds nécessaires. Et les juifs riches qui ne viennent pas maintenant, ils viendront peut-être une fois que les juifs pauvres auront montré que la solution envisagée par Herzl est la seule solution
possible. Et voilà que Herzl met au point et la publication du livre et déjà l'organisation du premier congrès qu'on appellera le congrès sioniste, mais ça, c'est une autre histoire.